Bonjour, donc je m'appelle Loïc Espinas, je suis ingénieur chez Arcvision, unité mixte du CNRS, donc université CNRS, Université de Bordeaux-Montaigne, Université de Bordeaux. Donc tout d'abord en introduction, je vais vous dire un petit peu qui est Arcvision et pourquoi en fait on a été mandaté pour travailler justement dans ce contexte particulier. Donc en fait, Arcvision, c'est une unité qui a maintenant une expérience assez longue dans la numérisation et l'utilisation de la 3D pour le patrimoine de manière générale. Donc ça fait un peu plus de 30 ans qu'on travaille dans ces domaines et qu'on travaille un petit peu partout dans le monde. On a une connaissance qui est très opérationnelle en fait des différentes techniques d'acquisition 3D, donc que ce soit de la lasergrammétrie, de la photogrammétrie ou des techniques un peu plus confidentielles qu'on essaie de développer, sur lesquelles on travaille pas mal de R&D. Donc, dans le cas spécifique de la numérisation de l'extrado des voûtes de Notre-Dame de Paris, il y a eu plusieurs questions qui se sont posées. Donc, tout d'abord, la première, c'est le contexte de numérisation qui est un petit peu particulier. Ensuite, on va aborder la mise en œuvre et les choix technologiques pour répondre justement à ce contexte de numérisation. Et dernier point, on verra un petit peu les résultats qui ont abouti à cette mission. Donc le contexte, c'est tout d'abord la numérisation d'une portion spécifique de l'édifice. Donc, comme on le disait, c'est l'extrado en fait des voûtes de la cathédrale. Donc l'extrado des voûtes, pourquoi? Puisque c'est celles qui ont reçu les débris de la charpente, et donc celles qui portent les vestiges de la charpente. On a la principale question, c'est de pouvoir repositionner ces morceaux de charpente dans un modèle 3D, et ensuite de pouvoir repositionner ce modèle 3D dans un modèle 3D plus global de tous ceux qui ont déjà été faits. Donc la première question qui va se poser, c'est les attendus de la numérisation. C'est la question essentielle qu'on doit se poser à chaque fois avant d'entamer une numérisation. Pourquoi on numérise et qu'est-ce qu'on attend de cette numérisation, que ce soit en termes de résolution, de précision, de couleur, etc., en fonction de la question du pourquoi et de qu'est-ce qu'on en attend. Donc, dans notre cas, avant de répondre en fait à ces questions, on avait déjà le problème de la difficulté d'accès, puisque l'extrado des voûtes a été protégé par un grand plancher. On ne peut pas se positionner dessus, on ne peut pas marcher de toute façon sur les voûtes, on ne peut pas bouger les débris. Ensuite, on avait la nécessité d'avoir un appareillage qui devait être plus ou moins étanche, on va dire, en tout cas dans le contexte plomb. On a besoin de pouvoir nettoyer l'appareil en sortie de chantier, donc un nettoyage qui s'effectue à l'eau, donc on a besoin d'avoir quand même un appareil qui peut résister à l'eau. On devait avoir une intervention également qui était relativement courte, puisque finalement on était calé sur une fenêtre de temps de 2 jours pour numériser environ 700 mètres carrés. La possibilité de contrôler à distance, parce qu'une des grosses problématiques également, c'est que n'importe qui ne peut pas se déplacer dans l'édifice et à n'importe quel endroit de l'édifice. Donc, on avait un travail à faire avec les cordistes qui sont en place, et donc la possibilité, le devoir même de les guider dans leur travail, de les aider, et nous de les épauler en fait en quelque sorte finalement à faire cette numérisation. Et enfin, le dernier point, c'est un traitement rapide des données, puisque finalement les opérations de déblaiement des éléments de charpente allaient se mettre en place très rapidement après la numérisation, et donc on devait pouvoir fournir des données de manière très rapide aux opérateurs qui allaient ensuite opérer ces déblaiements. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a été chercher maintenant pour pouvoir répondre à ces différentes problématiques? Pour nous, ce qui nous est paru le plus simple, c'était de travailler avec de la lasergrammétrie, tout simplement parce que ça nous permettait de répondre aux contraintes déjà de rapidité d'exécution et de traitement. Que la lasergrammétrie avec un scanner laser nous permet d'avoir des appareils qui sont des appareils de métrologie. Donc, des appareils de métrologie vont nous assurer une précision de la mesure, la possibilité que cette mesure soit quantifiable. Et étant donné qu'on n'avait pas besoin d'une information extrêmement précise des couleurs, puisque c'est quand même un des points un peu négatifs de la lasergrammétrie,
elle était suffisante puisque finalement, comme les bois sont brûlés et donc sont très sombres, la couleur finalement importe peu dans sa précision. C'est juste, on va dire, une identification des différentes teintes des éléments qui peut être importante. Donc pour ça, on s'est posé la question de savoir quel appareil pouvait répondre un petit peu à ces contraintes. Et donc on s'est orienté vers un scanner, un Leica, un BLK 360, pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que c'est un appareil qui est compact, donc il fait 165 mm de haut sur 100 mm de diamètre, qui est assez léger, 1 kg, qui est IP54, donc qui va supporter des projections de liquide et de poussière, qui a la possibilité de coloriser des scans, même si ce n'est pas une colorisation qui est très poussée. On a quand même une notion de couleur qui va être mise en place, et avec une précision qui, on va dire, était suffisante pour la problématique, c'est-à-dire une précision qui est autour de 6 mm à 10 mm. Donc, comme on le voit sur l'image, comme je le disais tout à l'heure, on a un plancher qui est positionné au-dessus des voûtes. Donc, on doit pouvoir travailler en fait avec ce plancher, s'appuyer sur ce plancher et trouver les moyens en fait il est quand même assez occultant sur certaines zones, donc de pouvoir pallier à ces difficultés. Donc, le plancher est séparé en 12 travées sur l'ensemble de la nef et du chœur. Et en fait, dans chacune de ces travées, on a plusieurs rails métalliques qui servent à faire la manutention, à faire en sorte que les cordistes puissent se déplacer au-dessus de la voûte. Donc, on a décidé en fait de s'appuyer, d'utiliser ces rails en fait pour pouvoir positionner les scans. Donc, en étudiant un petit peu les plans, on s'est dit que 3 stations par travée suffiraient. On aurait un recoupement suffisant pour avoir une numérisation qui se voudrait assez exhaustive. Donc pour ça, on a fabriqué une pièce un petit peu spécifique qui nous permettait justement de positionner le scanner sur ces rails métalliques. Voilà, donc c'est une petite pièce usinée. Et ensuite, donc comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail qui a été mis en place avec les cordistes, puisque on ne pouvait pas, nous, on n'est pas cordistes, hein, donc on ne pouvait pas forcément aller se positionner à un certain endroit. Donc l'idée, c'était vraiment de dire aux cordistes de positionner l'appareil et ensuite de pouvoir nous le piloter. Donc là, il est mis sur cette petite pièce métallique, il est placé tête à l'envers sur une perche, et ensuite il est donc positionné sur 3 zones différentes par travée. Et une fois que les cordistes l'ont mis en place, il se déplace dans un endroit, il se déplace au plus loin de la travée pour être le moins visible possible du scanner, et ensuite on lance le scanner. Donc pour ça, on a l'avantage d'avoir effectivement un contrôle à distance qui est assez intéressant avec le Leica. Donc on peut classiquement lancer les numérisations, les arrêter, tout ça. On peut également un petit peu vérifier les données 3D, voir un petit peu ce qu'on fait déjà en direct. Et un des gros avantages, c'est qu'on a quand même un assemblage qui est fait, on va dire, immédiatement. Donc on voit où sont positionnées nos stations. On voit si justement on a une certaine exhaustivité des données, et l'assemblage est quasiment fini quand on arrête la mission le soir, l'assemblage est déjà quasiment fait. Donc au niveau des résultats, finalement, on a acquéri à peu près 300 millions de points de mesure en fait en 2 demi-journées. Une demi-journée un petit peu dense, puisque finalement une journée de travail à Notre-Dame, c'est une journée qui est assez peu étendue en travail effectif, entre les temps de préparation, de douche, de toutes ces actions-là. Donc on peut estimer qu'on a à peu près 10 heures de travail sur 2 jours qui ont servi à faire la numérisation. Et donc, on a un modèle 3D qui a une résolution de l'ordre de 2 cm. Donc ça, c'est le modèle un petit peu brut qu'on voit à l'écran. Donc ensuite, il y a un gros travail de nettoyage, un travail justement des structures. Alors là, on voit des éléments de l'ancienne structure métallique, on voit le plancher, on voit des artefacts un petit peu autour. Donc, le plus gros du boulot, finalement, c'est de nettoyer ce modèle 3D pour extraire la donnée, juste la donnée qui est pertinente et qui est nécessaire, en fait, à avoir. Donc, en gros, ça, c'est à peu près le travail d'une journée. Donc, on a réellement une efficacité et en quelques jours après la numérisation, on est capable de livrer un modèle 3D qui
qui va servir à l'usage pour lequel il était destiné. Donc, on voit que là, finalement, on a réussi à avoir, on a une résolution, une précision et une colorisation qui sont suffisantes pour l'étude. L'étude étant finalement de positionner les morceaux de bois, d'être capable de repositionner les morceaux de bois donc sur les voûtes, de savoir où est-ce qu'ils étaient situés relativement les uns aux autres. On n'avait pas besoin d'avoir une résolution millimétrique ou inframillimétrique, ce qu'on aurait pu faire, mais qui finalement aurait été une débauche de moyens trop grande par rapport à l'intérêt, puisque là, on a des morceaux de bois quand même qui font plusieurs dizaines de centimètres, voire plusieurs mètres de long. Donc là, on a réellement une méthode qui nous a permis d'être en adéquation des moyens aux besoins exprimés. Ensuite, ces données vont être finalement réinsérées dans une base de données qui s'appelle ArcheoGrid pour qu'elles soient archivées et pérennisées, puisque finalement, l'intérêt, c'est ensuite de pouvoir aussi les conserver et puis les consulter. Et elles vont être en fait insérées ensuite dans Aioli pour permettre leur manipulation, les annotations et leur insertion dans comme je disais tout à l'heure, dans un modèle 3D global qui va justement reprendre toutes les numérisations qui ont été effectuées sur Notre-Dame. Et pour terminer, voilà un petit peu des exemples de ce qui est fait ensuite avec ces données pour hors du travail, on va dire in situ pour l'étude, après l'étude a posteriori des charpentes, leur positionnement et voir un petit peu comment l'incendie a influé sur tout ça. Voilà, je vous remercie.